Et en fait, il y a la proposition du bioclimatique et du bioclimatique en réhabilitation. Le fait de gérer les bâtiments correctement avec les apports solaires passifs. Donc là, on a une piste de réflexion et je pense que beaucoup de projets qui ont été évoqués cet après-midi intègrent cette dimension-là. Et en gros, si on parle de deux vitesses, il y en a une c'est Paris et l'autre c'est Ambert. J'aimerais bien ajouter un troisième espace en fait qui, pour moi, fait le lien justement entre les deux et c'est ce lien-là qui va éviter qu'on ait deux vitesses différentes en fait. C'est tout ce qui est support numérique, c'est Internet. À travers le support Internet, on ne vit plus à la campagne comme on vivait avant et c'est juste radical comme évolution qu'on est en train de vivre. En fait, j'ai l'impression que surtout on se fait bananer avec le numérique, notamment sur la disparition des services publics. En fait, la poste ça ferme, la cave ça ferme, le machin. Tous les 4 matins, on a mis une borne numérique là pour remplacer un service public qui disparaît. Les usagers vont se faire nouveaux usages, tout ça. Et en fait, c'est juste du pipeau pour une dégradation d'un service. L'économiste nous présente un bilan dans lequel l'unité de mesure est le kilowatt ou le kilowattheure. Notre instrument de mesure ou notre unité de mesure, c'est pas le kilowattheure, c'est l'habitabilité. Et c'est en termes de mesure d'habitabilité qu'on va évaluer le futur, le potentiel du territoire. Le problème, c'est comment on va le mesurer. Ça se mesure moins facilement que des kilowattheures. Il faut inventer de nouvelles formes d'économie locale. C'est un grand défi aujourd'hui. Il y a du bois, il y a une filière bois. Il faut peut-être inventer des systèmes de formation au bois, d'expertise, d'excellence, qui ferait que ce territoire pourrait, à ce niveau-là, générer des emplois. Moi, je m'attendais sur la diapositive transition économique à avoir l'esprit de ce que tu nous décrivais là, et notamment qu'on puisse se dire que la transition économique, c'est être à l'affût, à l'aguet, de tous les petits projets économique, de toutes les sources, les marges de créativité, d'innovation économique et qu'on soit attentif à ça et les faire germer pour qu'elles soient vraiment une source d'économie exploitée. Mais je me rends compte en fait que là, un des freins, c'est l'habitude culturelle. L'économie, pour nous, c'est d'aller dans l'économie capitaliste et de développer des filières. On n'est pas assez pluridisciplinaire dans nos travaux. Voilà. Et là, il y a un réel travail à faire, pas à Ambert, mais je dirais dans tous les territoires non métropolitains de France, à réinventer le statut économique de leur territoire autrement que par le tourisme et par la filière bois en l'occurrence. Depuis quelques années, on apprend à travailler avec les composantes, les structures institutionnelles, toute l'ingénierie d'accompagnement de projet, on apprend à travailler avec les élus, et puis là on voit qu'il y a des réseaux avec lesquels il faut qu'on se branche pour que vraiment les choses se démultiplient. Il y a le cohabiteur ou l'habitat participatif, puisque c'est plus le nom officiel maintenant. C'est une véritable piste, par exemple à la baraque qui est en face de chez moi, donc qui est inhabitée depuis je ne sais pas combien de temps, qui est à 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, c'est pas un couple qui va le prendre. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent se mettre ensemble. On parle d'intergénérationnel, on parle de gens qui veulent se mettre ensemble de manière collective, créer des espaces collectifs. Il y a déjà un imaginaire qui s'est développé là-dessus. Mais effectivement, c'est pas facile pour tous ceux qui sont déjà essayés dessus. Il y a beaucoup de trucs qui mettent trop de temps, beaucoup de trucs où il y a des conflits qui peuvent apparaître. Donc il y a des compétences de gens qui règlent les conflits qui apparaissent aussi. Enfin bon, voilà. Mais est-ce que c'est pas une piste ? Je pense qu'en ce moment, on passe beaucoup d'énergie à essayer d'impulser du collectif, et c'est une très bonne chose parce que le jour où on en aura vraiment besoin, toutes les expérimentations des écolos, bobos, alternatifs et tout ça, qu'est-ce qu'elles vont nous être utiles? Parce que là, tout d'un coup, on aura l'outillage, quoi. Il suffira d'aller les voir, quoi, tout simplement. Et on réinventera des choses qu'on pourra étendre, tout simplement. Mais le processus est en marche. Tout ça, ça participe d'une transition qui est déjà en marche. On a des habitudes culturelles fortement ancrées contre lesquelles c'est pas facile de travailler. Par exemple, tout à l'heure, on évoquait la question de la permaculture. Moi, je fais un grand jardin. Je suis plein de copains qui font permaculture, machin, voilà, et je trouve ça très intéressant. Je suis incapable de m'y mettre.
Les questions d'habitude culturelle, c'est ancré, c'est énorme. Il n'y a pas une autre énergie renouvelable typique du pays, c'est l'énergie humaine. L'énergie des hommes qui constituent le pays, qui y travaillent, l'énergie humaine dans la force physique de transformer des choses, qui fait partie du grand bouquet énergétique et qui est rarement prise en compte en réalité dans les approches. Et puis l'énergie sociale qui en découle. On revient un peu sur l'histoire du marché où le fait de vendre une fourme, c'est pas seulement de la question d'énergie transformée en argent, c'est aussi la construction du lien social, de codage culturel. Et donc, peut-être qu'on peut dire que l'approche énergétique doit peut-être s'enrichir pour être plus efficiente, pour être plus porteuse de capacités de transition, doit peut-être s'enrichir d'énergie aujourd'hui un petit peu négligée, mais pourtant bien présente. Notamment dans la construction, la notion de main-d'œuvre, de main-d'œuvre qualifiée, qui est une forme d'énergie, l'énergie des travailleurs, qui peut être valorisée, et versus l'énergie des moyens mécaniques, qui elle est une énergie essentiellement d'ordre fossile, hein, et qui génère de l'amortissement comptable et pas de la valorisation et des contributions sociales. Donc on voit aussi comment la perception de l'énergie construit des modèles technico-économico-politiques de manière très déterminée. Si justement il y avait un vaste plan d'isolation des bâtiments, ça permettrait justement d'avoir une économie circulaire, de redynamiser tout un tissu local d'entreprise et justement la valeur humaine serait beaucoup plus valorisée, quoi. Si on parle toujours de la même société à la même vitesse, les projets, voilà, je trouve qu'ils fonctionneraient beaucoup mieux dans un milieu beaucoup plus urbain, Lyon, Paris, des grandes villes. Après, si on imagine vraiment ces projets-là à Ambert, se pose la question du mode de vie, c'est-à-dire qu'on propose là un mode de vie vivrier. C'est-à-dire, je travaille à mi-temps et l'autre mi-temps, je l'utilise à cultiver le jardin qui est en bas de chez moi. Mais ça veut dire aussi avoir un salaire divisé en deux. C'est un mode de vie vivrier. C'est très intéressant, mais jusqu'où est-ce qu'on crée de vie à deux vitesses? Il ne faut pas non plus créer de la précarité en voulant consommer moins, etc., réduire. Il ne faut pas créer non plus des îlots de précarité au final. Pour illustrer peut-être ça, il y a un des scénarios de la Datar sur l'avenir en 2050 de nos territoires ruraux qui en fait caricaturalement montre qu'il y a une partie très touristique avec des hébergeurs touristiques qui ont beaucoup d'argent et qui font de l'hébergement touristique pour les villes Saint-Étienne, Lyon, Clermont. Et à côté de ça, des gens qui vivent de manière vivrier, qui sont en gros les larbins La pratique politique qui consisterait à partir de l'échelle domestique ou de l'échelle, j'aime beaucoup l'échelle ménagère, j'aime beaucoup ça. De partir de là, bottom-up, on parle beaucoup du bottom-up, mais c'est ça le bottom-up. Le bottom-up, c'est partir de l'expérience quotidienne, de l'habité quotidien des citoyens et des citoyennes de la collectivité dont on a la charge quand on est politicien. Et de remonter ensuite, et là, ça peut déboucher sur des projets plus macro, mais qui partent de la réalité d'un terrain, et non pas d'une réalité fantasmée, selon un point de vue d'expert, qui a toujours un point aveugle. Toujours. On a entendu tout à l'heure un économiste parler du point de vue de l'économie, on a relevé les points, on ne peut pas lui en faire grief, c'est sûr, mais il faut multiplier ces points de vue-là de façon à pouvoir prendre en compte vraiment la réalité ménagère. J'aime vraiment ce terme ménager. Je vais le